Conflit en Iran semblait inéluctable et les Européens ont été pris au dépourvu. Et comme souvent, la plupart des importants dirigeants européens, à l'exception du socialiste Pedro Sánchez, se sont mis à la remorque des États-Unis puisqu'ils ont davantage condamné les ripostes iraniennes contre les bases américaines que l'attaque initiale entreprise par les États-Unis d'Amérique et Israël. La France n'a été ni prévenue ni impliquée. Nous avons aux Émirats arabes unis un hangar de notre base mitoyenne, de la base émirienne, qui a été touché dans une attaque de drone qui a ciblé le port d'Abu Dhabi. Les dégâts ne sont que matériels et limités, il n'y a aucun blessé à déplorer. Mais tout cela nous conduit, là aussi, à rehausser notre posture et notre accompagnement défensif pour être aux côtés de ceux avec lesquels nous avons des traités de défense. Pour le moment, la façon dont les Européens seraient susceptibles d'apporter leur soutien est encore incertaine. Plusieurs options ont été évoquées, du soutien à la défense aérienne des pays du Golfe jusqu'à l'élimination à la source du problème, sans qu'il ne soit évoqué ce que cela pouvait précisément dire. Les Britanniques ont pour leur part annoncé mettre leur base à disposition des États-Unis. Notons toutefois que l'information selon laquelle le porte-avions français Charles de Gaulle serait en route pour la Méditerranée a été rapidement démentie. Une chose est certaine, les gouvernements français, britanniques ou allemands ne risquent pas d'être confrontés à des problématiques de politique intérieure dans leur volonté de s'engager indirectement contre l'Iran, étant donné que leurs oppositions sont au moins tout autant alignées qu'eux sur la position des États-Unis d'Amérique et d'Israël. C'est ainsi que Marine Le Pen qualifie le régime iranien de terroriste, tandis qu'au Royaume-Uni, Nigel Farage appelle Keir Starmer à participer activement à l'effort de guerre des États-Unis et d'Israël contre le régime iranien. En parallèle à cela, Emmanuel Macron réitère ses appels à la solution diplomatique, même si en même temps son ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a encore ce matin accusé la Russie et la Chine de bloquer ce processus dans le cadre des Nations Unies. Je souhaite que nous puissions prendre toutes les initiatives utiles pour que le travail diplomatique reprenne ses droits. Nous avons d'ores et déjà appelé à une réunion exceptionnelle du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous devons multiplier les initiatives pour que la question se règle par la voie diplomatique. Mais chacun le sait, le veto brandi par certains membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies a paralysé l'action collective, y compris lorsque le recours à la force aurait été nécessaire pour faire respecter le droit. Du côté de l'Allemagne, on semble un peu moins s'embarrasser de ce qu'il reste du droit international, et le chancelier Friedrich Merz a d'ores et déjà laissé entendre que l'Allemagne envisageait davantage s'adapter à la situation réelle plutôt qu'aux règles du droit. Et de la souplesse, les Européens risquent bien d'en avoir besoin, puisque d'ores et déjà les prix du gaz s'envolent follement. 22% ce matin et déjà 50% cet après-midi. L'Europe, déjà mise en très grave difficulté par la guerre en Ukraine, pourrait bien subir un nouveau choc économique considérable, qui risque bien de la faire dévisser définitivement et plonger pour de bon dans une situation de pays en voie de sous-développement. Les difficultés d'approvisionnement des Européens les contraindront possiblement à acheter davantage de GNL américains et à ainsi parachever, comme dans le dossier ukrainien, leur statut de cocu de l'histoire. Et au milieu de ce chaos, même s'il voit un de ses alliés les plus proches vaciller, c'est peut-être bien Vladimir Poutine qui va se réjouir. En effet, l'augmentation des cours de l'énergie pourrait bien bénéficier économiquement à la Russie, tandis que la dégradation de la situation économique des Européens pourrait bien réduire leur capacité à maintenir à flot financièrement l'Ukraine. Au final, ce qui semble certain, c'est qu'au milieu d'un monde où les conflits se généralisent, la situation de l'Europe est vouée à se dégrader. Comme le dit l'adage, vae victis. Ce monde dangereux et instable. Comme vous m'avez déjà entendu le dire à plusieurs reprises, pour être libre, il faut être craint. J'en ai la conviction. Pour être libre, il faut être craint. Voilà ce qu'aura appris le président après 9 années passées à l'Élysée. Dans une nouvelle mise en scène communicationnelle, le président s'est exprimé sur la contribution de la dissuasion nucléaire française à la sécurité européenne depuis l'île Longue à Brest, base des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Un cadre solennel et une communication tout en finesse, comme d'habitude avec un président venu en avion escorté par 4 rafales en direction de Lille.
L'Élysée a qualifié la séquence de « moment important du mandat avec des évolutions significatives attendues », venant d'un président qui a dit être entré en guerre contre le Covid, puis qui a joué les va-t-en-guerre contre la Russie, sans être suivi par ses camarades européens, ou même qui avait, pour ceux qui ont un peu de mémoire, suggéré une coalition anti-Hamas restée lettre morte. L'importance peut être relativisée. Les annonces n'ont pas été, comme souvent, à la hauteur des attentes comme des craintes. C'est visiblement galvanisé par la présence d'un gros sous-marin dans le dos que le président a évoqué l'usage de l'arme atomique qui demeure extrêmement improbable venant d'un bonhomme qui n'est pas parvenu à tenir sa réforme des retraites. Je le redis aujourd'hui avec force. En ma qualité de président de la République, je n'hésiterai jamais à prendre les décisions qui seraient indispensables à la protection de nos intérêts vitaux. De quoi donner des petits chatouillis au ventre des bellicistes, mais pas de quoi vraiment remettre la France au cœur du jeu international, ni même continental. L'abandon de nombreux fleurons de l'équipement militaire sous la présidence Macron ne pourra pas être masqué par un discours vaguement offensif. Parmi les annonces, le président a évoqué l'augmentation du nombre des têtes nucléaires, mais là où il était le plus attendu, c'était surtout sur la question de l'européanisation de la défense nucléaire. Là encore, le président s'est contenté d'une redite de ses précédentes prises de parole, invoquant une nouvelle fois l'esprit du général de Gaulle, tout en faisant dans une forme d'européisme béat, mais sans finalement franchir le pas. L'indépendance ne peut être la solitude. Dans le domaine nucléaire, cela a été reconnu par tous mes prédécesseurs sans distinction. Mais aujourd'hui, les conditions sont désormais véritablement réunies pour en tirer les conséquences concrètes et formuler pour notre époque ce dont le général de Gaulle avait déjà l'intuition. Je crois pouvoir affirmer que nos partenaires y sont prêts. Il n'y aura aucun partage de la décision ultime, ni de sa planification, ni de sa mise en œuvre. En vertu de notre Constitution, elle appartient au seul président de la République, comptable devant le peuple français. En conséquence, il n'y aura pas non plus de partage de la définition des intérêts vitaux qui restera d'appréciation souveraine pour notre pays. La France assumera donc toujours seule, en intégrant à sa réflexion les intérêts de nos alliés, le franchissement délibéré du seuil nucléaire. Son discours, loin d'être une rupture, s'inscrit dans la continuité de celui du 7 février 2020 où il proposait un dialogue stratégique et des exercices communs avec les partenaires européens sur le rôle de la dissuasion française. À l'époque, l'intérêt était limité, les Européens préférant le parapluie nucléaire américain via l'OTAN. La France restant le seul pays de l'UE doté de l'arme nucléaire aux côtés du Royaume-Uni. Aujourd'hui, le contexte géopolitique a évolué, avec la guerre en Ukraine évidemment, et les doutes sur l'engagement américain avec Donald Trump. C'est donc une nouvelle fois que le président a évoqué la possibilité de partager un peu cette dissuasion nucléaire au niveau européen, une proposition qui avait suscité la défiance, que ce soit à gauche avec Jean-Luc Mélenchon ou dans l'hémisphère droit de l'Assemblée avec Éric Ciotti et Marine Le Pen. Son appel à partager notre dissuasion nucléaire est une hérésie stratégique. La dissuasion nucléaire, voulue par le général de Gaulle. Partager la dissuasion, c'est l'abolir. Le feu nucléaire, degré suprême de la souveraineté, est un absolu. Un absolu ne se relativise pas, sauf à ne plus exister. Déclencher le feu nucléaire est indissociable d'une légitimité nationale et populaire. Une légitimité nationale et populaire, deux mots bien étrangers à un président en fin de course qui n'entend pas renoncer à son incontinence communicationnelle et à sa volonté renouvelée de prendre la lumière médiatique.